Ravi d'être avec vous cet après-midi au World Impact, avant la fin du salon, pour vous parler de contribution, climat et biodiversité. C'est le sujet qu'on va traiter pendant la demi-heure que l'on a ensemble. Je me présente, je m'appelle Arthur Pasquier, je développe l'entité Regeneo, qui est spécialisée sur ces questions-là. Je vais vous en dire plus dans quelques instants. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Thomas, qui va se présenter. Bah ouais, merci Arthur, merci à tous d'être présents. Moi je suis Thomas Farfal, je suis responsable RSE chez Carmila. Carmila, c'est une foncière commerciale qui détient et gère des centres commerciaux en Europe, mais je reviendrai un peu plus en détail sur ça juste après. Merci beaucoup Thomas. Alors Regeneo, donc le sujet c'est la contribution climat et biodiversité. C'est un terme qui prend de plus en plus d'ampleur. On a parlé pendant longtemps de compensation. On va revenir sur pourquoi il faut arrêter de parler de ça et basculer sur une autre approche qui est celle de la contribution additionnelle à la réduction des impacts. On a sur cette demi-heure plusieurs sujets à traiter. Comment intervient Regeneo? Qu'est-ce qu'une stratégie de contribution? De quoi parle-t-on? Ensuite, on parlera un peu des drivers sur l'offre, la demande, comment évolue le marché, comment ça s'intègre pour une entreprise de manière très concrète et on aura le retour d'expérience de Thomas. Et puis, on ouvrira aussi sur au-delà de cette contribution climat qui prend souvent la forme de financement de projets de restauration d'écosystèmes, comment on arrive à créer du lien business avec vos opérations et que ça soit pas qu'un sujet de RSE pour la RSE, mais que ça soit bien au cœur des activités. Avant d'en dire plus, peut-être Thomas, avant même de parler de contribution, où en est votre stratégie climat chez Carmila? Oui, alors du coup rapidement parce que Carmila, donc comme j'ai dit au début, c'est une foncière commerciale. Donc vous êtes forcément déjà rentré dans un centre Carmila sans le savoir. Donc la partie vraiment centre commercial, c'est ce qu'on appelle la galerie. Donc c'est avec les magasins que vous connaissez tous, un Cordonnier, un Micromania, un Zara, enfin voilà, des commerces plutôt du quotidien. Et donc cette activité commerciale qui s'inscrit à la fois en France, en Espagne et en Italie, elle a forcément un fort impact carbone, puisque vous connaissez tous la position du bâtiment dans les grandes échelles du carbone dans le monde, donc je ne vous ferai pas l'affront de vous répéter ça à nouveau. Mais effectivement, nous en tant que propriétaires de galeries commerciales, on a un très gros enjeu en premier lieu sur l'énergie. C'est très clair sur le gaz, l'électricité, parfois d'autres types d'énergie un peu moins clean encore qu'on pourrait avoir, mais il y en a de moins en moins. Donc c'est vraiment un focus élec-gaz. Alors effectivement, qui prend des dimensions différentes en fonction des pays dont on parle. C'est une discussion qu'on a parfois avec Arthur. Effectivement, le mix français n'est pas le même que celui de l'Espagne, à tel point qu'on a plus de 75% du parc qui est en France, mais pourtant avec une empreinte carbone à l'échelle du groupe qui est à plus de 50% en Espagne. Et plus de 10% en Italie pour 5% du portefeuille. Donc autant vous dire que les enjeux ne sont pas les mêmes en fonction des pays. Et effectivement, Carmila s'est engagé assez rapidement dans une stratégie climat engageante. Arthur a parlé de net zéro, donc avec une méthodologie vraiment de réduction, d'optimisation, évitement, et puis de restauration de puits de carbone. On reviendra après sur le fait qu'on parle de restauration, contribution, et non plus vraiment de neutralité ou de crédit pur, en tout cas, comme on peut l'entendre dans certains discours. Le sujet étant pour nous effectivement de déjà travailler sur ce qui nous est ce qui est du quotidien en fait, l'exploitation quotidienne des bâtiments, c'est notre métier. Donc sur l'énergie, donc ça c'est du scope 1 et 2 pour faire un peu de jargon, et c'est là qu'on a nos premiers objectifs, donc net zéro à 2030 sur ces scopes, donc de l'énergie et de l'exploitation quotidienne. Donc c'est effectivement déjà un enjeu extrêmement important parce que ça nécessite de revoir beaucoup les équipements, de revoir les usages et forcément de travailler avec les occupants. C'est comme vous, si vous êtes locataire dans un immeuble et que vous deviez mettre la main à la pâte pour diminuer l'énergie dépensée par votre immeuble, il faudra mettre en place des mesures dans votre logement, ce qui est le cas aussi dans les boutiques côté galerie. Donc il y a ce premier objectif net zéro, simplifier énergie scope 1 et 2 à 2030, et puis on a aussi un objectif plus ambitieux qu'on discutera aussi après avec Arthur parce que ça implique aussi d'autres choses, qui est celui du scope 3, le fameux scope un peu plus éloigné des activités et qui est parfois peu traité par les entreprises, sur lequel nous on a choisi de nous engager. Donc chez Carmila, le scope 3, c'est plutôt effectivement déjà les déchets liés à l'activité. Les activités commerciales génèrent beaucoup de déchets aujourd'hui. Alors on n'est pas encore au niveau du commerce de bouche et d'un hypermarché avec beaucoup d'emballage, beaucoup de suremballage et d'autres types de déchets. Mais par contre, on est sur beaucoup de déchets un peu technique magasin entre guillemets, et il y a d'ailleurs certains partenaires ici sur le salon avec qui on travaille, notamment Bouygues Télécom, sur la réduction des déchets hors boutique. Il y a les achats, assez classiques, comme toutes les entreprises, et puis il y a forcément ce que je vous ai dit juste avant sur les consommations des locataires et comment on les embarque. Donc voilà un peu pour le contexte global et les objectifs qu'on s'est mis, sur lesquels on travaille au quotidien avec les équipes techniques et avec les équipes d'investissement également.
Ça, c'est le panorama un peu de vos actions de décarbonation. Il y a une ambition net zéro qui a été fixée. La question qui s'est un peu posée, tu confirmeras, c'est ok, le net zéro, on traîne qu'une phase de la pièce. Comment on structure une stratégie sur la partie séquestration à hauteur de nos émissions résiduelles et incompressibles? C'est un point hyper important. Important dans la sémantique, mais aussi important à faire comprendre en interne. Tu pourras peut-être en parler aussi, mais on a passé beaucoup de temps quand même à expliquer la différence justement entre compensation, contribution, et le fait que tout ce qu'on va faire en matière de séquestration n'est pas là pour se substituer à ce qu'on doit réduire et aux engagements que vous avez pris. Exactement, ce que tu dis là, c'est extrêmement important, hein, parce qu'il y a aussi une forme de revers là, de beaucoup d'entreprises qui avaient décidé d'investir massivement dans des crédits carbone au détriment de la réduction. Hein, on le voit aujourd'hui. Alors, je leur ferai pas l'affront de les citer parce que je sais pas s'il y en a certains qui sont ici présents et j'ai pas envie de me faire des ennemis. Non, évite. Mais il y a certaines entreprises qui sont notamment revendiquées comme négatives en carbone. Aujourd'hui, quand on connaît un peu le sujet, on se rend compte que cette notion, elle a vraiment, si ce n'est aucun intérêt, aucun lieu d'être, puisque on peut pas aujourd'hui être négatif en carbone. C'est un calcul mathématique assez grossier finalement, et le sujet est plutôt effectivement ce que disait Arthur au début de la conférence, qui consiste à dire comment déjà on réduit notre impact, et surtout après comment on est capable aussi, au-delà de cet impact direct, comment on est capable de restaurer un minimum les écosystèmes pour qu'ils puissent soit rejouer, soit continuer à jouer le rôle qu'ils jouaient déjà de régulation. Et c'est un élément qu'on touchera après, notamment vis-à-vis de la biodiversité, parce que là, on parle de sujets très climat. On prendra le temps aussi de vous parler une seconde ensuite du lien entre cette partie climatique, restauration, et la partie biodiversité, évidemment, qui joue un rôle très important dans tout ça. Complètement. Non, mais pour aller dans ton sens, c'est vrai qu'on parle d'un enjeu qui est répondre au net zéro et donc structurer cette partie séquestration. Le meilleur moyen de stocker du carbone, on l'a tous appris au CE1, c'est la photosynthèse. Pourquoi je vous dis ça? Chez Regeneo, on a fait un choix assez fort, qui est de dire que toutes les solutions de séquestration carbone que l'on va promouvoir, ce sont des solutions fondées sur la nature pour avoir des co-bénéfices en matière de biodiversité, de gestion des eaux, et aussi d'avoir un ancrage très local. On sait que le climat, c'est quand même un enjeu qui se traite globalement. La biodiversité, sa grande différence quand même, c'est que ça a des répercussions très locales. Toutes les actions qu'on va mener sur un territoire donné vont avoir des bénéfices générés sur ce même territoire-là. Donc, vous voyez bien, rien que sur ce point-là, on n'est pas juste sur l'achat de crédit carbone massif ou totalement non lié, on va dire, avec une ambition plus globale qui est celle de restaurer le vivant en générant du carbone qui devient en fait un peu le co-bénéfice de la démarche. Et donc nous, Regeneo, ce qu'on pousse, peut-être avant de te laisser la main, c'est vraiment ces deux aspects, de dire, les écosystèmes naturels aujourd'hui souffrent énormément du changement climatique. Si on prend l'exemple de la France, je ne sais pas si vous avez pu prendre connaissance de la stratégie nationale bas carbone qui a été publiée, enfin le projet qui a été publié en fin d'année dernière. Les puits de carbone en France souffrent largement, puisque l'objectif qui avait été déclaré en 2021, il me semble, a été divisé par 2 en 2025, puisque on a notamment une surmortalité forestière et on a aussi des impacts liés aux feux de forêt et au changement climatique qui sont d'ores et déjà à l'épreuve. Donc vous voyez bien que en structurant une stratégie de contribution, on va aussi répondre à des besoins territoriaux et on peut aussi créer le lien, on en parlera un peu à la fin, entre une action de contribution très locale de restauration d'un écosystème forestier et quelque part la résilience qu'un acteur comme Carmila a pu apporter à un territoire, puisque financer des solutions fondées sur la nature, c'est aussi un moyen de réduire la vulnérabilité d'un territoire qui ferait face à des zones d'inondation ou au type d'alerte. J'ai fait une petite digression. Peut-être vous parler de le démarrage un peu dans la stratégie de l'élaboration d'une stratégie de contribution. On distingue tous les acteurs qui travaillent sur le sujet deux pans dans cette stratégie. Ce qu'on peut faire un peu en insetting, c'est-à-dire ce qu'on va pouvoir séquestrer directement dans nos activités, puisque séquestrer du carbone, ce n'est pas que recourir au marché du carbone volontaire. Il y a aussi du carbone potentiellement à aller chercher sur nos activités. Peut-être qu'il y a des exemples que tu pourras nous évoquer. Et puis derrière, c'est en effet l'offsetting, c'est comment, au-delà de ma chaîne de valeur, je vais réussir à trouver des projets que je vais pouvoir financer. L'objectif ultime étant de pouvoir attacher ces actions d'offsetting au plus proche de vos opérations. Peut-être illustrer ce que je viens de dire de manière très théorique avec 2-3 exemples de ce que vous pourriez envisager ou ce que vous avez déjà fait d'ailleurs chez Carmila.
Oui, effectivement, ce que tu disais juste avant sur la chaîne de valeur, c'est ultra important parce qu'en fait, il y a quand même eu aussi il y a eu un passif en fait autour des crédits carbone qui les a malheureusement, en tout cas initialement, parfois peut-être un peu décrédibilisés, parfois à raison, parfois à tort, notamment parce que ces crédits étaient achetés largement en dehors de la chaîne de valeur. Une fois de plus, je citerai aucun acteur, mais par exemple, un gros acteur de l'informatique aujourd'hui dans le monde avait décidé d'acheter des crédits carbone qui correspondaient à des exploitations en Guyane et au Brésil, qui étaient aucunement suivis et qui étaient aucunement sur leur chaîne de valeur, en disant voilà, aujourd'hui j'ai acheté ces crédits, et donc du coup, ça fait office un peu de réduction, ce qui évidemment il ne faut absolument pas faire. Tout ça n'est pas additionnable, soustrayable, enfin c'est loin d'être aussi simple que ça. Et du coup, je maîtrise pas bien ce que je fais, et c'est un sujet qu'on évoquera juste après. Les projets ne sont pas suivis, et finalement, en plus, pour certains, ne donnent strictement rien, voire presque l'inverse de ce que j'avais imaginé. Donc ce sujet de la chaîne de valeur, il est extrêmement important, c'est-à-dire que nous, un point d'honneur qu'on a mis à notre démarche chez Carmila, c'était de choisir des projets de restauration de puits de carbone qui étaient près de nos zones d'activité. Donc je vous ai dit au début, on est présent dans beaucoup de départements français, dans beaucoup de régions en Espagne, au nord de l'Italie. Donc le choix a été fait de sélectionner des projets notamment agricoles et de reforestation qui étaient à moins de 20 minutes de nos centres commerciaux. Déjà parce que ça nous permettait de ramener ça sur les territoires nationaux, non pas qu'on soit chauvin, mais du coup ça nous permettait aussi de le rattacher à des zones d'opération, et aussi parce que ça nous permettait, on en parlera juste après avec Arthur, de toucher du doigt et de avoir accès finalement à des labels forts, en tout cas des systèmes de certification ou labellisation carbone qui étaient reconnus et solides, et pas des projets qu'on allait lancer, ne plus suivre et finalement donner quelque chose de complètement mauvais entre guillemets et contre-productif presque par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc pour donner un exemple concret, par exemple, on a pris là récemment, on a financé un projet en Normandie près d'un centre qu'on a dans l'Eure, donc à côté d'Évreux, qui nous permet justement d'accompagner économiquement un acteur agricole, un acteur du territoire pour justement décarboner ses opérations et avoir une vision, en tout cas une gestion un peu plus raisonnable et raisonnée, parce que raisonnable ce serait un peu péjoratif de notre part, mais raisonnée de son activité sans perdre aussi d'argent, d'avoir de perte d'exploitation à l'année. Donc c'est vraiment des choses concrètes qu'on cherche à mettre en place et qui sont palpables. Je fais une légère digression. Il y a quelque chose qui est très important dans tout ça aussi, c'est que pour une entreprise, et typiquement comme Carmila, l'important c'est aussi que les salariés comprennent ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est bien d'expliquer que vous faites de la restauration de puits de carbone, que vous avez une stratégie climat, qu'on va vous harceler pour avoir des investissements dans les équipements, dans la rénovation des bâtiments, etc. Puis après on va vous dire super, on a acheté des crédits, on est content, et on va dire mais finalement c'est quoi le lien avec ce que vous faites? Le lien avec ce qu'on fait, c'est que effectivement on cherche à travailler avec les acteurs du territoire là où on est. Il y a deux sujets. Il y a ce que je dis sur les collaborateurs et comprendre ce qu'on fait. Donc ça, c'est un premier sujet. Et puis il y a aussi, pour une société comme Carmila, mais comme pour plein d'autres finalement, le sujet de s'intégrer dans les territoires et d'avoir des relations avec les collectivités qui s'inscrivent dans la durée et dans la cohérence. C'est-à-dire que quand vous allez voir une collectivité, vous lui expliquez que vous avez une activité commerciale, qu'en plus vous avez réfléchi à un minimum, on va dire, au secteur, à la géographie de vos sites, et que, par exemple, vous avez trouvé un exploitant agricole ou une forêt qui était en difficulté et que vous achetez de le financer de manière volontaire pour faire avancer les territoires, au-delà du greenwashing, ce qui est loin d'être le cas, puisque c'est vraiment pas, là j'interviens parce qu'Arthur me l'a demandé, mais c'est pas vraiment pas la chose qu'on met le plus en avant aujourd'hui, parce qu'on se concentre sur la réduction. Donc ce qu'on met en avant, c'est la décarbonation des équipements, des sites, etc. Ce volet-là, c'est un volet modeste, mais qui nous semble aujourd'hui très important à développer. Et d'ailleurs, vous faites partie des cas de figure assez c'est peu courant, parce que vous avez commencé à financer des projets avant même d'avoir structuré justement de manière très claire votre feuille de route de contribution. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté d'avoir une action sur le territoire et de générer des externalités positives. C'est une fois que vous avez finalement financé des premiers projets que vous avez dit ok, tout ça doit s'inscrire dans un cadre plus global où le crédit carbone, le volume séquestré, ne sera pas la finalité, mais juste le moyen d'eux, quoi, si j'en peux. Mais en fait, oui, ce que tu dis, c'est important parce qu'en fait, sur tous les projets liés à la RSE aujourd'hui, on se situe quand même sur des sujets de moyen voire long terme. Mais en fait, c'est pas toujours très compatible avec la vision des entreprises ou de leur business. Pour avoir fait plusieurs maisons avant d'être là où je suis, on sait tous qu'on a tous des visions un peu temporelles différentes, des business plans qui parfois vont à 3 ans, 5 ans dans le meilleur des cas, ce qui est souvent incompatible avec ce qu'on se dit aujourd'hui là avec Arthur. C'est-à-dire que je vous ai parlé d'un engagement à 2030, d'un engagement à 2040, on a des engagements nationaux à 50, 100, parfois dans certains discours, et du coup le sujet consiste à dire comment je réussis à concilier un sujet de moyen long terme avec des stratégies de court terme. Et en fait, ce sujet, ce que dit Arthur, c'est que on a permis, grâce au sujet de la restauration carbone, contribution de voir un peu plus loin que juste on va financer un projet en année 1 et puis ensuite on va arrêter. Là, on s'est inscrit déjà sur les premiers projets qu'on a financés sur 5 ans. Je peux vous assurer que sur un projet déjà RSE, c'était assez nouveau.
et sur un projet d'entreprise, à part avec les commerçants sur lesquels on a des baux qui vont un peu plus loin que 5 ans a priori, c'est très rare qu'on s'engage sur ce type de temporalité. Donc c'est aussi positif par rapport à ça. Ouais. Peut-être par rapport à ce que tu dis, ajouter un point qui concerne un peu moins Carmila, mais qui peut peut-être concerner d'autres acteurs qui vont concerner moins parce que votre bilan carbone globalement est pas énorme par rapport à d'autres activités. Pour des entreprises qui ont un bilan quand même assez conséquent, hein, le fameux seuil d'émissions résiduelles et incompressibles, il peut quand même peser pas mal. Quelque chose dont on n'a pas parlé parce qu'on est quand même sur un marché du crédit carbone qui a une certaine volatilité qui répond aussi à un principe offre et demande, c'est que dans nous, ce qu'on réalise pour d'autres clients, il y a un vrai enjeu financier aussi intégré, dans le sens où plus on va attendre pour engager sa stratégie de séquestration carbone et l'achat de crédit carbone, quelque part, plus en moyenne, ce crédit-là va revenir cher. Et donc, il y a une sorte de coût de l'inaction, on va dire, à ne pas agir dès aujourd'hui. Ça, on arrive à modéliser en fonction des différents forecasts qu'on a sur les prix Europe, Afrique, partout dans le monde et selon les secteurs à soutenir. On arrive à définir finalement ce coût de l'inaction-là, qui est, pour revenir à ce que tu disais, pour le lier non pas un enjeu RSE, mais un enjeu opérationnel et financier business de l'entreprise, qui est un argument qui est assez écouté quand même par les dirigeants et qui parfois peut déclencher quelques investissements. Pour revenir sur ce que tu disais, c'est intéressant, je pense, de partager, vous, le cadre un peu que vous êtes fixé, même s'il est aussi work in progress et qu'il évoluera. Il y a un sujet d'avoir des projets qui sont labellisés. Peut-être que tu peux en dire deux mots. Tu as évoqué l'ultra local. Solutions fondées sur la nature aussi. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ces différents cadres-là et en quoi peut-être Regenéo, sans faire notre promotion, mais tu vois, en quoi ça a été utile pour vous? En fait, le sujet, c'est que c'est un peu ce qu'évoquait Arthur. Alors j'espère pas faire partie des néophytes qu'il a cités au début en disant les gens connaissent rien donc ils font appel à nous. Moi, c'était plutôt l'inverse. Mais en tout cas, la question qui se pose effectivement quand on entame ce type de démarche, c'est de dire déjà, comment je vais embarquer, ce que disait Arthur sur les financements, ma DG, mes collaborateurs, etc. Parce que ça représente quand même des sommes non négligeables. Hein. On a choisi effectivement d'aller sur une stratégie, donc LBC, label bas carbone, qui sont portés effectivement par les entités gouvernementales en France et qui permettent d'avoir une méthode opposable avec un registre aujourd'hui qui existe des projets avec les entreprises qu'on financé ou les acteurs publics. Hein. Il n'y a pas que les entreprises, bien évidemment. Donc tout ça a un coût versus les crédits que je vous évoquais tout à l'heure, par exemple. Certaines entreprises en Guyane ou autres qui financent 3 euros la tonne. Là, on est plutôt sur un multiple de 10, voire plus sur les projets qu'on finance, mais c'est aussi parce qu'on a la garantie que ces projets sont des projets de qualité et suivis dans le temps. Ce que Arthur disait aussi qui est important, c'est que les solutions fondées sur la nature telles qu'on les évoque, c'est aussi des solutions qui permettent d'avoir un ensemble de co-bénéfices qui sont assez importants, hein, puisque aujourd'hui on parle de contribution carbone, mais cette contribution carbone elle est effectivement liée à des sujets de biodiversité, de résilience des territoires, hein, des sujets qu'on voit de plus en plus. Là par exemple vous allez à Nice aujourd'hui ou demain, vous allez voir que c'est plus ou moins inondé. Vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière dans d'autres régions de France. C'est des sujets qui sont très quotidiens et très présents, notamment au sein des territoires, et que en tant qu'acteur des territoires, on a choisi pas seulement d'avoir cette stratégie climat, mais aussi d'avoir cette stratégie de résilience, hein, qui est aujourd'hui quelque chose de très important et qui est encore on va dire un peu vaporeux pour beaucoup d'acteurs, hein. Alors à raison, parce que déjà c'est assez nouveau et aussi parce que ça coûte de l'argent, et une fois de plus ça nécessite, ce que j'ai dit tout à l'heure, de se projeter dans une temporalité qui n'est pas forcément toujours celle de l'entreprise. Donc c'est aussi pour ça que les collectivités sont là un petit peu pour nous aider là-dessus, en tout cas nous encourager à payer, hein, pour l'instant, puisque ils n'ont pas beaucoup plus d'argent à investir là-dedans, mais tout ça pour dire que cette résilience des territoires c'est important, et on arrive à le lier aussi avec nos activités et les achats de crédit qu'on a, en disant voilà, par exemple, je vous prends un exemple au hasard, à Aix-en-Provence par exemple, on a un centre commercial qui est proche d'un cours d'eau, qui a tendance un peu à déborder, et effectivement vous vous rendez compte que quand vous aménagez les rivières ou le bord des cours d'eau avec des aménagements on va dire, pseudo-naturels, hein, parce qu'ils sont quand même dirigés par l'homme à la base, mais en tout cas les réaménager intelligemment, ça peut limiter l'effet de ces inondations et donc limiter les pertes d'exploitation que potentiellement vous auriez sur ce site. Donc ça c'est l'exemple concret de co-bénéfice entre j'ai une stratégie climat, je veux aller sur le sujet de la restauration de puits de carbone et du pilier C, là, de ce que disait Arthur sur le net zéro. Mais malgré tout, en plus de ça, ça a un impact sur la résilience à la fois de mes activités et aussi un peu plus global à l'échelle, modestement, d'un territoire. On partage complètement ce que tu dis, et c'est là-dessus aussi qu'on travaille et on cherche à démocratiser un peu cette approche de contribution auprès de nos clients. C'est pas qu'une dépense, c'est pas qu'un coût one shot ou récurrent pour le business. Ça doit aussi avoir une répercussion
ou un avantage, un ROI lié à un coût de l'inaction par rapport à vos opérations. C'est un peu ce que tu dis. Est-ce que demain, je reprends cet exemple, mais le fait de planter des haies en bordure de parcelles proche d'un centre Carmila, ça évite des coulées quand il y a des pluies diluviennes. Donc il y a aussi cette approche qu'il faut réussir à retranscrire, de se dire un investissement ou un financement court terme peut générer plus de résilience sur le long terme pour les opérations. Et vous voyez bien qu'une fois qu'on s'est dit ça, le crédit carbone vraiment n'est qu'un co-bénéfice de la démarche. Ouais, et pour rebondir sur ce que tu disais aussi, donc pourquoi on fait appel à un acteur comme Regenéo ? Le sujet, c'est qu'en fait, en tant qu'entreprise, on n'a pas forcément une très bonne visibilité sur déjà le marché. On rappelle ici qu'on est dans le cadre du marché volontaire, donc on ne fait pas non plus le laïus sur les crédits et les marchés on va dire industriels carbone, les quotas. Les quotas carbone, notamment à l'échelle européenne. Mais du coup, le sujet ici est donc volontaire et il faut aussi s'armer des bons avec les bons acteurs, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, on peut déjà être rapidement tensé parce qu'on a fait ses choix de travailler sur la restauration de puits de carbone, même si on est volontaire et qu'on est, on va dire, pas malveillant dans ce qu'on fait. Mais je veux dire, il y a aussi une vision qui peut être négative de ça. Donc déjà, être accompagné par un acteur comme Regenéo qui connaît son sujet, qui connaît le marché, etc., ça vous permet aussi déjà de faire moins de faux pas que ce que j'évoquais tout à l'heure sur mon exemple un peu canonique de l'Amérique du Sud. Mais aussi justement de faire l'interface entre les acteurs de marché, donc de ces crédits carbone volontaires, et les entreprises qui aujourd'hui, finalement, comme disait Arthur un peu au début, sans que ce soit péjoratif, n'y connaissent pas forcément grand-chose, n'ont pas forcément une vision du marché. Et l'intérêt de travailler avec un acteur comme Regenéo, c'est de pouvoir avoir accès à ce marché, d'avoir une expertise derrière qui nous permet de dire, là, cet acteur-là, il est plutôt solide, il suivra les projets dans le temps, il a telle méthode qui nous paraît plutôt cohérente, etc. Et puis avoir aussi un petit effet de levier en disant, on n'est pas la seule entreprise avec laquelle travaille Regenéo. On sait qu'on est capable aussi de, pourquoi pas aussi à terme de monter des projets aussi avec la volonté de certaines boîtes de financer un projet de reforestation ou autre. Et l'idée, c'est vraiment de faire perdurer la dynamique aussi. Et c'est aussi l'intérêt de travailler avec un acteur comme Regenéo. Et pour reboucler ce qu'on a dit, parce qu'on n'a pas trop creusé, mais dans le temps imparti, c'est compliqué, il y a aussi cet aspect donc, de trouver un équilibre entre l'insetting, l'offsetting. Je me permets de dire que par exemple, chez Carmila, il peut y avoir un potentiel de séquestration même mineur sur des fonciers qui seraient inutilisés. Comment on arrive à le valoriser, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, du coup, moi je me permets de faire la promo de Regenéo pour le coup. L'avantage d'avoir Regenéo, je pense, pour un acteur comme vous, c'est aussi finalement de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On travaille à date avec une douzaine de partenaires. Ça fait à peu près 1000 projets qui sont dans notre catalogue et en attente de financement. Pourquoi je parle de portefeuille plus résilient ? Ça veut dire que demain, Carmila, sur un financement, peut aller chercher à la fois de la forêt, à la fois de l'agri, à la fois de la France et de l'Espagne, pour répondre aussi à vos implantations. Donc voilà, ça permet d'avoir une overview aussi sur le marché et d'avoir un peu un package sur mesure qui répond à vos besoins. Peut-être un autre point aussi en termes de vision nous qu'on a du marché, le sujet de la contribution, c'est encore un sujet naissant. Le marché volontaire entre guillemets a pris un petit peu de plomb dans l'aile ces dernières années. Ce que je pense, ma conviction personnelle, c'est que ce qui a fait mal au marché des crédits carbone, c'est surtout la manière dont certains l'ont utilisé. Il y a quand même des projets de très grande qualité qui sont toujours là d'ailleurs, et le tri a été fait pour ceux qui l'étaient un petit peu moins, les méthodes ont été mises à jour. Donc il y a un vrai travail quand même au niveau des entreprises de les rassurer sur la qualité des projets, la labellisation, les méthodologies, les standards, et puis la bonne manière de communiquer, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas la bonne demande. Et qu'est-ce qu'on peut qualifier d'une bonne demande ? C'est s'assurer, ce qu'on s'est dit, de la décarbonation en amont, de non-substitution des quotas carbone en aval, j'ai envie de dire, ou des crédits carbone. Donc voilà, nous on a vraiment on sent quand même qu'il y a une dynamique assez forte sur cette contribution pour anticiper justement un coût de l'inaction, et qui se fait avec un cadre qui s'assainit. Alors quelques acronymes techniques, mais ICVCM, VCMI, c'est aussi des choses à l'international qui permettent de cadrer justement ce qui est une bonne demande, ce qui est une bonne offre. On a SBTI qui est en train de travailler sur sa version 2 du référentiel Net Zero, qui justement est enfin donne un peu plus de guidelines sur ce qu'on doit faire en matière de séquestration à hauteur de l'incompressible, en donnant une part quand même assez importante aux solutions fondées sur la nature. Donc on voit quand même début 2026 là qu'on est dans un moment où vous avez pris un peu d'avance parce que vous avez financé des projets, mais le cadre un petit peu pour rassurer les financeurs, les corporates et les investisseurs est en train de s'assainir. Oui, parce que la bonne nouvelle dans tout ça aussi, c'est que grâce à ce qu'on a mis en place donc depuis 5-6 ans maintenant,
En admettant qu'on arrive un jour à faire les moins 90 sur la partie énergétique, on a déjà constitué un stock pour 2030 et 2031. Donc ça veut dire qu'on est un petit peu en avance par rapport à d'autres, on n'est pas non plus les meilleurs de la place, mais le sujet étant de dire que tout ça a un impact réel et qu'on espère que ça nous permettra aussi d'enclencher la suite et de faire continuer à avancer le sujet. Je vois qu'il est 29, il nous reste quelques secondes. Est-ce que tu as un mot pour conclure, que tu veux partager, un retour d'expérience, ou peut-être nous parler des prochaines étapes aussi de votre côté ? Ouais, alors plutôt par rapport aux prochaines étapes qui feront office de conclusion, mais en fait, nous, le sujet, c'est d'arriver à pérenniser cette démarche-là. Pourquoi pas de trouver des actifs, ce que disait Arthur aussi, on va dire dans notre parc immobilier qui nous permettrait justement de générer des crédits, que ce soit des fonciers qu'on reconvertirait ou en tout cas des constructions qu'on aurait déjà en place ou pas encore justement, qu'on pourrait utiliser notamment via du bois ou d'autres éléments biosourcés. Donc vraiment le sujet c'est de s'assurer d'une pérennité de la démarche et pourquoi pas l'internaliser aussi nous en tant que séquestrateur entre guillemets, hein, c'est un peu un gros mot, mais de continuer à travailler là-dessus pour que ce soit pérennisé dans le temps, parce qu'il faut absolument pour que ça marche qu'une fois de plus, ça s'inscrive dans les années et pas juste du one-shot vis-à-vis des entreprises. Et rendre ça aussi concret vis-à-vis des collaborateurs, aller sur site, se rendre compte que les financements qu'on fait vis-à-vis de la transition agricole, ça accompagne justement des agriculteurs sur le terrain qui restaurent leur sol, qui apportent de la matière organique et qui améliorent eux-mêmes leur résilience. Merci beaucoup Thomas.